Dans l'Atlantique Nord, l'île portugaise de Madère se trouve à 1000 km de Lisbonne et 800 km de la côte africaine. Les 260 000 habitants bénéficient d'un climat subtropical. La capitale de Madère est Funchal. L'île de Madère n'a pratiquement pas de plage, mais la perle de l'Atlantique offre aux visiteurs la douceur permanente de son climat. La mer, ici, appartient aux pêcheurs. C'est à l'intérieur de l'île, loin des complexes hôteliers, que l'on fait les vraies rencontres avec les habitants. Les premiers colons, pour défricher l'île, ont mis le feu à l'épaisse végétation qui la recouvrait. On dit que cet incendie dura 7 ans. Ensuite, cette terre défrichée a été domestiquée et les paysans sculptèrent les versants des montagnes en terrasses pour pouvoir les cultiver. Bate as horas ao meio-dia, faz-me boa companhia. Para a noite, cantar o fado. C'est sur le littoral que les hommes ont installé les principales villes, dont Funchal, la capitale. À Madère, on dit que tout peut pousser. Les fruits, les légumes et les fleurs. Toutes les fleurs. Au marché, la démonstration par la diversité et la quantité confirme que Madère est une île vraiment fleurie. Nem pelas frases assimétricas, meu ouvido corre aberto pelas ruas, que será do meu amado? Não me deixa esta amargura mais leve que a loucura. Une île tellement fleurie qu'une véritable économie en dépend. Margarita Costa Neves est biologiste. Elle aime venir se promener sur le marché car elle retrouve certaines de ses créations florales. Nous sommes au marché des Lavratores à Funchal, sur l'île de Madère. C'est un marché très populaire. Pendant toute l'année, les gens viennent acheter des fleurs pour leur maison et aussi les touristes qui nous visitent viennent chercher des fleurs de Madère. En effet, nous avons ici beaucoup de fleurs cultivées dans l'île de Madère. Nous avons par exemple les protéas, aussi les anthuriums, ces orchidées, Cinebidius, ou orchidées sur des tiges. Toutes ces fleurs-là sont cultivées à Madère, comme les Strelitzia, ces fleurs qui sont là-bas de couleur orange. À part cela, nous avons également des fleurs importées qui permettent d'enrichir l'ensemble floral de ce marché. Les gens de Madère cultivent beaucoup de fleurs dans leur jardin. Parfois, ils offrent des fleurs, mais ce n'est pas une coutume très ancrée dans la tradition. Ils n'ont pas forcément cette habitude parce que tout le monde a des fleurs dans sa maison. C'est très courant d'avoir des fleurs dans son jardin à Madère. Donc offrir des fleurs à Madère n'est pas aussi original que sur le continent européen, parce que tout le monde a des fleurs. Donc on offre autre chose. La fleur n'est pas très originale pour faire un cadeau. On peut considérer que l'île de Madère est une fleur, car il y a des fleurs partout, dans les maisons, dans les restaurants, dans les hôtels. On en voit en passant devant les jardins, dans les rues, partout on voit des fleurs. D'une façon générale, on peut considérer Madère comme une fleur. C'est à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Funchal que se trouve le centre de recherche horticole dont Margarida est la directrice des laboratoires. La qualité du matériel de recherche est à la mesure de l'importance du rôle que jouent les fleurs sur l'île.
Nous sommes au laboratoire du Centre de floriculture. C'est un laboratoire construit récemment et qui appartient au gouvernement régional de l'île. Ce laboratoire a pour but de multiplier des plantes qui ont un intérêt pour la floriculture régionale. Quelles sont les plantes qui présentent cet intérêt? Nous avons beaucoup de plantes de la famille des orchidées, les Cynibidius, Catellina, Spadagnium et Phalaenopsis. Nous en avons d'autres qui appartiennent à d'autres familles, comme l'anthurium et les fougères. Et maintenant, nous faisons des expérimentations sur des plantes de la famille des Proteaceae. Nous avons déjà fait des essais avec des Estrelitzia, des plantes endémiques de Madère, à des fins ornementales, et bien d'autres encore. Et pourquoi ce laboratoire à Madère? Parce que Madère est une île qui a un grand potentiel pour la culture des plantes ornementales, et notamment pour les fleurs coupées. Cette île jouit d'un climat extraordinaire, où les hivers sont doux et où la température nocturne est relativement élevée, ce qui permet la culture d'un grand nombre d'espèces pour la floriculture et pour l'exportation de ces fleurs. Je pense sincèrement que la floriculture a un bel avenir devant elle. Et donc, c'est aussi un bel avenir pour l'économie de la région. Jusqu'à présent, nous avons vu ce qui se passe dans le laboratoire et maintenant, nous allons voir où vont ces plantes. Elles vont dans une serre et c'est là que nous allons maintenant. Les plantes ici poussent avec une facilité spectaculaire, car comme je vous l'ai dit, nous avons un climat très favorable à beaucoup de sortes de plantes. Nous possédons des plantes spécifiques aux zones tropicales qui sont surtout celles des régions de faible altitude. Nous avons des plantes de climat tempéré que l'on peut exploiter à des fins commerciales et aussi des plantes d'altitude. Depuis les zones les plus basses jusqu'aux zones de montagne les plus hautes, toute notre île peut être entièrement exploitée pour la culture des fleurs. Nous avons l'avantage de ne pas avoir qu'un seul type de culture. Nous avons des plantes de toutes sortes en fonction des variations de l'altitude. C'est la conséquence du climat doux qui varie selon cette altitude. En travaillant ici à Madère, dans un centre de floriculture, cela me permet de réaliser la multiplication des fleurs, de les observer et de les entretenir. J'ai plaisir à vivre ici, entourée par beaucoup de fleurs. Si je n'étais pas venue à Madère, j'aurais pu aller dans un autre endroit au Portugal ou ailleurs dans le monde, mais de toute façon, c'est sûr, j'aurais travaillé dans l'univers des fleurs. La fête des fleurs, chaque année, rend hommage à ces merveilles de la nature qui, quelquefois, ont d'ailleurs été aidés par Margarida. La fête des fleurs est l'une des fêtes les plus importantes de Madère. Tous les ans, des centaines d'enfants, en signe d'espérance, y construisent un énorme mur de fleurs. Le vin ici porte le nom de son île. À Madère, la vinification a ses particularités, mais ce qui fait la différence, c'est ce que l'on appelle la madérisation. Après avoir été récolté, mis en tonneau et subi des manipulations comme l'ajout d'alcool ou la clarification à l'aide de blanc d'œuf, le vin est soumis à la chaleur. On le laisse donc dans des caves chauffées à 45 degrés pendant au moins 3 mois. Une technique découverte par hasard pendant les voyages sous les tropiques. On raconte même que pour madériser le vin, certains, dans le passé, envoyaient leurs tonneaux comme ballast sur des bateaux qui partaient sur la route des Indes ou des Amériques. Nous sommes dans l'une des plus vieilles caves de Madère. Des bouteilles centenaires attendent le départ
On raconte que Napoléon, en route pour Sainte-Hélène, reçut du consul un tonneau de vin. À sa mort, le consul récupéra le tonneau et en 1936, un Anglais se vanta d'avoir goûté de ce vin de l'empereur, plus que centenaire. Dans une demeure cossue de Funchal, nous avons rendez-vous avec l'un des personnages incontournables de Madère. Né en 1922, João Borges est resté un vrai jeune homme. Cet homme, intarissable sur Madère, a vécu de voyages et d'aventures. Compagnon de John Huston lors du tournage du film Moby Dick, partenaire des premières plongées de Cousteau, João, lorsqu'il était enfant, a vu passer de drôles d'engins sur les hauteurs de Funchal, les toboggans. Je suis un Madérois, né à Madère, exactement à Monte. Mon grand-père, c'était l'homme qui a inventé un funiculaire à vapeur. Alors il a fait monter le funiculaire à vapeur qui transportait les touristes jusqu'à Monte. Et après, il déjeunait dans un restaurant qu'il a fabriqué à Monte. Et après, il descendait dans les toboggans. Qui a inventé les toboggans? Ça commence par un autre Anglais à Funchal invente le char à bœuf inventé par M. Bulkeley. Sa femme souffrait de mal de mer. Plus exactement, elle souffrait de mal d'hamac. Alors il a inventé une caisse qui a mis sur un de ces systèmes de glissage sur les pierres de Funchal, et sa femme se transportait dans ces chars à bœuf. Alors un autre Anglais à Monte, il voulait aussi, très important monsieur Russell Gordon, il a voulu inventer aussi quelque chose. Peut-être 5 ans après le char à bœuf, lui a inventé le toboggan. C'est très difficile de vous expliquer exactement ce que c'est le toboggan, et je vais vous expliquer directement. On va à Monte, c'est plus facile. Voilà le toboggan que je vous ai parlé. C'était une invention d'un monsieur Russell Gordon qui habitait dans une maison très grande ici. Et c'est ça, ça fonctionne. C'est fait en osier. Vous pouvez voir là les patins de l'osier qui sont ici. Et il y a aussi la graisse. Ils utilisent la graisse animale pour faire glisser plus vite. Le rôle des deux hommes, c'est vraiment conduire et en même temps régler la vitesse. Sinon, ça peut démarrer trop. Non, ils peuvent contrôler la direction des patins. Ça, c'est une profession qui est héritée. Son père était déjà, leur père était déjà des conducteurs de toboggan. Et ça se transmet à leur fils et ça continue. Maintenant, je vais remonter. Il y a des années que je ne fais pas ça, mais je pense qu'il ne faut pas. Enfin, pas de danger. Tranquille. Il n'y a pas de danger. On fait maintenant un halte dans notre voyage et peut-être que je dois vous expliquer que les toboggans existent il y a 150 ans, mais avant les toboggans, le transport par friction, le transport par glissade, c'était le transport usuel. Et alors il y avait des grands skis, des grands
toboggan, on peut l'appeler, mais qui amenait des quantités énormes de bois. Il y avait toujours 12 hommes avant et un homme en arrière. Il y avait un garçon qui avait dans une main la graisse pour faire glisser. Et de l'autre main, il avait un sac avec une pâte de terre rouge. Ça, c'était pour freiner. Alors, quand ça démarrait d'ici, de monte, ça démarrait, ça ne pouvait pas s'arrêter. Parce que si ça s'arrêtait, alors c'est une grande difficulté pour le faire démarrer de nouveau. Et maintenant, on va continuer. Il y a 150 ans que des touristes venus du monde entier descendent les rues de Monte dans les toboggans. À l'époque, le plus dur était de remonter avec la chaise sur le dos. Aujourd'hui, les touristes sont toujours là, jaillis par milliers des grands hôtels ou des paquebots de croisière. Joao, lui, préfère garder le souvenir des femmes élégantes qui, sous leurs ombrelles, riaient discrètement, grisées par la vitesse incroyable des toboggans. Funchal. C'est au port qu'arrivent les paquebots de croisière. Le port de plaisance fait face au centre de la ville, là où se trouvent les administrations, les commerces et les principaux monuments. Les habitants de l'île viennent dans les rues commerçantes pour se rencontrer et parler des touristes parfois un peu trop nombreux. Mais c'est au Mercado de Lavradores, le marché des travailleurs, qu'ils aiment plus particulièrement s'approvisionner. Ici, tous les produits frais arrivent des quatre coins de Madère, mais l'animation principale est dans la salle des ventes des poissons. Le poisson typique et le plus consommé à Madère est l'espada, un poisson que l'on pêche à la ligne à 2000 mètres de fond, un poisson aveugle à la chair fine et que l'on cuisine à toutes les sauces. Au détour des rues de Funchal, des ateliers exposent au regard des passants des vêtements brodés. La broderie est l'une des principales ressources de Madère. Nous sommes sur les hauteurs de Funchal, à Ruchinha. C'est ici qu'habite et travaille Hugo Santos, jeune styliste tombé amoureux de la broderie et dont le travail renouvelle le genre et intéresse de grands couturiers. La broderie à Madère est une ancienne tradition. Et si, depuis plusieurs années, ce secteur artisanal est en perte de vitesse, de jeunes créateurs comme Hugo essaient de le remettre au goût du jour. À Madère, on a commencé à broder depuis longtemps, depuis le peuplement de l'île. Et comme il s'agissait d'un endroit très isolé, les gens avaient beaucoup de patience et disposaient de beaucoup de temps. Et ils ont commencé à faire une broderie de très bonne qualité. C'est pour ça que lorsque Miss Phelps, une Anglaise, découvre la qualité de la broderie de Madère, elle décide de la présenter à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'a commencé, avec une grande réussite, la commercialisation de notre broderie. Elle a été appréciée dans beaucoup d'endroits. Il y a même eu des expositions comme en Angleterre. Elle est devenue une source de richesse. Moi, j'ai commencé à faire ça un peu par intuition. J'ai débuté en 1988 avec des cours de dessin et de broderie. Et depuis, j'essaye d'améliorer ce que je fais. Après, en 1990, il y a eu un concours où j'ai présenté une pièce. Des amis et des connaissances ont trouvé mon travail intéressant et j'ai réussi à me sortir un peu de l'artisanat brut et à lui donner une nouvelle image,
tout en pensant à évoluer et à essayer de rentrer dans l'univers de la mode. En sortant de l'artisanat pur et en visant à la fois la mode et la qualité. Il y avait une ancienne technique de la broderie qui était par exemple la répétition du motif d'une feuille. C'était toujours le même dessin que l'on répétait. Plus tard, au XXe siècle, les Allemands nous ont apporté une nouvelle technique avec du papier calque. Et ce papier nous a donné une opportunité de créativité encore plus grande. Et c'est comme ça qu'on a donné naissance à la broderie moderne de l'île de Madère, avec les grands bouquets et les ensembles floraux. C'est une broderie très dense. Cette broderie très dense a un rapport direct avec notre île, car Madère est une île très dense, en végétation et en fleurs. Je pense que notre broderie est connue et a une grande renommée grâce à l'ourdissage. Qu'est-ce que l'ourdissage? C'est le point que l'on fait à l'intérieur avant de broder, et c'est ça qui donne la qualité du travail. À Funchal, il existe de nombreux ateliers de broderie traditionnels. Créé en 1943, l'atelier Texera emploie une trentaine de femmes. Elles participent au long processus de création des broderies. La première phase consiste à créer à la main les motifs sur du papier calque. La feuille est ensuite percée de petits trous. Ces trous, ensuite imprégnés, permettent d'estamper les tissus de lin ou de coton. Par tradition, ce sont des femmes venues de petits villages qui viennent chaque semaine prendre les tissus à broder. Leur travail achevé, elles rapporteront leur ouvrage à l'atelier. Elles sont environ 25 000 à broder à domicile. L'atelier de Hugo est aussi sa maison et c'est ici, comme Anna, que les clientes viennent choisir leur modèle. Acho que sim. Voilà. Ça, c'est une robe de mariée. Ce sera donc une robe pour un mariage. C'est un bustier avec une jupe froncée. Simple, avec un détail en bas. Le haut de la robe a été réalisé avec un assemblage de plusieurs pièces. C'est une pièce qui a nécessité une personne qui a brodé pendant 15 jours, à la main. Après, il y a tout le travail de confection. C'est une sorte de bustier avec une jupe. C'est simple. Là, c'est une robe toute simple avec une veste. Là, c'est une pièce qui demande un mois de broderie à la main. C'est une tentative de dessin d'un anthurium, qui est une fleur de Madère, et la robe est rouge comme la couleur de la fleur. Ici, c'est le lieu où se déroule la partie finale du travail. C'est uniquement la partie où a lieu la couture. Ici, la pièce a déjà été brodée, lavée, repassée et découpée, suivant ainsi toutes les phases de la broderie. Et ici, on rentre dans la partie finale de la confection. Là, les robes sont montées et ensuite, il faut faire tous les réglages et la finition. Hugo espère simplement que son travail descendra dans la rue. Madère est une jolie fleur posée sur l'Atlantique. Mais à trop vouloir l'accueillir, elle pourrait bien finir par se faner.